Bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau de Club Hebdo et pour nous commenter les faits d'actualité de la semaine écoulée, nous recevons ce soir Alexis Tchouka. Bonsoir Monsieur Tchouka. Bonsoir. On rappelle que vous êtes un spécialiste de droit autochtone, un fervent défenseur de la cause amérindienne, mais aussi l'auteur d'un petit guerrier pour la paix, un roman que vous avez coécrit avec Hélène Ferranini. On en parlera en fin de Club Hebdo. À mes côtés pour vous interroger, Pierre Rozovic, chef de centre à France-Guyane, journaliste aussi. Bonsoir Bonsoir Pierre. Thierry, merci pour l'invitation. Voilà, et Franck Lecomte de Guyane La Première. Bonsoir Franck. Bonsoir Thierry. Alors avant que l'on commente ensemble l'actualité donc de la semaine, en mars dernier, Alexis Tchouka, vous accusiez l'IRD de biopiraterie après la validation par l'Union européenne du brevet concernant la plante du Kouachi. Au jour d'aujourd'hui, quel est votre état d'esprit? Aujourd'hui, la procédure est en marche au niveau de l'Office européen de brevet. Nous attendons le jugement motivé de l'OEB pour réagir à cette biopiraterie. Et nous avons déjà écrit, les organisations autochtones et les autorités coutumières ont écrit à l'IRD, au directeur de l'IRD, pour demander des explications. Mais la réponse ne suffit pas. Donc on va de nouveau attaquer dans un mois ce brevet. D'accord. Alors qu'attendez-vous effectivement de cet office européen donc, du brevet? En fin de compte, c'est ce que nous attendons, c'est le respect des grands principes, c'est-à-dire le consentement préalable en connaissance de cause, un débat avec les communautés autochtones et l'accès et partage des avantages qui se fera dans les communautés. Quand vous parlez de partage des avantages, vous pensez à... Mais je pense à lorsqu'un brevet est... Des retombées financières? Oui, absolument, financières et ou différentes formes pour améliorer un peu la vie sociale des communautés autochtones. Oui, Franck Lecomte. Le travail qui a été fait justement sur l'élaboration de l'APA, l'accès et partage n'a pas été suffisant jusqu'à maintenant, ça a été du travail pour rien? Non, je pense que depuis des années, l'IRD a un processus de non-consultation des communautés autochtones sur toutes les procédures de recherche. Et on s'est rendu compte qu'avec l'affaire Kouachi, c'est quelque chose qui est nouveau. Et les organismes de recherche ne respectent pas à ce jour ce processus de consentement en connaissance des causes avec les communautés autochtones. Donc l'accès et partage des avantages, c'est un élément fondamental, puisque la France a adhéré à la Convention sur la biodiversité et doit le respecter et doit le mettre dans sa législation nationale. Oui, est-ce qu'au-delà de la demande de partage, est-ce qu'il n'y a pas une réelle crainte que l'IRD interdise l'usage du Kouachi aux communautés qui l'ont découvert en fait? En fin de compte, lorsqu'une molécule est découverte, ils extraient la molécule et après ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais de toute façon, la connaissance elle-même, elle est dans des communautés autochtones. Donc c'est le principe fondamental qui n'a pas respecté, c'est en consentement avec les communautés autochtones. Et dans le rapport de l'IRD, à aucun moment n'apparaît les personnes qui ont participé à cette recherche-là. Et il n'y a jamais eu de retour aussi. C'est ce qu'on reproche toujours à ces organismes de recherche, ce genre de procédés. C'est pour ça qu'on voudrait lancer dans les mois à venir un processus de consultation sur les communautés autochtones. Le président de la CTG, M. Rodolphe Alexandre, disait que vous n'êtes pas les seuls à revendiquer cette plante du Kouachi. Il y a aussi la communauté Bushinégé, voire les créoles, et que cette plante appartenait à la communauté guyanaise. Que répondez-vous? Quelle que soit l'appartenance à la communauté guyanaise, mais il faudra déjà rappeler au président de la CTG qu'il assume un peu ses responsabilités au niveau de la commission APA, au lieu de se dégager ses responsabilités. La commission APA qui est? La commission accès et partage des avantages, au lieu de donner cette commission dans les mains de l'État, alors qu'il avait demandé au départ la responsabilité de cette commission pour mettre en exergue certaines choses sur ce territoire. Alors, c'est trop facile de critiquer. D'abord, prendre ses responsabilités et de former vraiment une commission APA digne de ce nom au sein de la CTG. Vous avez rencontré depuis là le président Rodolphe Alexandre? Non. Donc vos rapports sont tendus, sont difficiles? Les rapports sont cordiaux, les discussions, il y a des espaces de dialogue qu'il faut qu'il améliore. Alors vous partagez pas aussi, vous partagez pas aussi le projet de la Montagne d'Or entre vous et Rodolphe Alexandre. Vous êtes engagé
autour donc pour combattre ce projet d'exploitation aurifère sur le territoire de Saint-Laurent. La communauté Kalinia est opposée à ce projet, donc vous allez nous le confirmer dans quelques instants. Des débats publics sont organisés un peu partout sur le territoire. Le 26 avril, une réunion publique était organisée dans la commune d'Apatou. Jocinel Gouache et Karl Constable étaient sur place. Apatou est la commune la plus proche de ce vaste projet, l'implantation d'une mine d'or industrielle dans la région de Polisnar. Alors ici, le débat intéresse d'autant plus les habitants. Le maire et son conseil affichent d'emblée leur parti pris favorable au projet. Argument premier, le chômage des jeunes dans cette région de l'Ouest guyanais. En Guyane, il n'y a pas suffisamment de sociétés pour embaucher. Nous, les collectivités, ne peuvent pas tout embaucher la jeunesse. Un représentant d'une ONG du Suriname s'adresse à l'assistance, témoignant des pratiques douteuses des multinationales de l'or implantées au Suriname. Reste malgré tout ici aussi à Apatou des opposants à la montagne d'or. Lorsque vous regardez le projet, on a 600 collégiens et tous les emplois sont simplement 400 pour toute la Guyane. Donc ça ne va rien changer. 4 heures de débat apaisé où toutes les opinions pour ou contre le projet Montagne d'Or ont pu s'exprimer. Mais le sujet divise toujours autant les Guyanais. Alors à Apatou, le débat était apaisé, mais à Ouala, ça a été très virulent, à Cayenne aussi. Comment expliquer cette passion autour de ce projet de la Montagne d'Or? En fin de compte, c'est pas une passion, c'est une réalité. C'est un droit fondamental que les peuples autochtones, en général, à travers sa jeunesse, la jeunesse autochtone, défend. Comment voulez-vous qu'un peuple qui est lié à la terre et au territoire est démuni de toute sa responsabilité sur ces territoires-là? Je dois nous poser la question aussi sur le Yapok, même sur la vallée du Maroni. Il y a eu de l'orpaillage illégal pendant des années. On n'a pas vu la communauté amérindienne monter au créneau. Si, vous oubliez un peu l'histoire. Vous savez très bien que sur le Maroni, lorsque les Amérindiens ont pris les armes, ont tiré sur leurs orpailleurs, on a tout caché ce processus-là, et sur le Yapok aussi. Donc, si les Amérindiens ont toujours pris position contre l'orpaillage légal et illégal, parce qu'on considère que on est en train de détruire notre biodiversité, notre environnement. Il faut savoir que la relation que les peuples autochtones ont, un lien très fort à la terre, c'est quand même, c'est toute une vie, hein. C'est notre médecine, c'est notre université, c'est notre façon de vivre, et tout ça qui est remis en cause. Donc la façon dont les multinationales arrivent sur ce territoire-là et que on vend notre territoire à des multinationales, à des capitaux étrangers, c'est vraiment décevant, quoi. Oui, Pierre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui ont pu affirmer, alors pas forcément des représentants autochtones, mais qui ont pu affirmer, notamment lors du débat à Cayenne, qu'ils étaient là pour casser le débat, pour empêcher le débat d'avoir lieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc le débat doit avoir lieu, c'est sûr, mais je pense qu'il y a, de la part du directeur du Conseil national du débat public, c'est à lui aussi de trouver une méthodologie de débat. C'est vrai que ça déborde. Mais il y a des menaces, Alexis Tchouka, ça se voit, c'est très tendu. Qui débordent, mais il doit avoir une maîtrise un petit peu un peu plus de ce débat pour que la démocratie puisse s'exprimer. C'est vrai que c'est intolérable de voir des échauffourées dans une salle, dans un débat public. Et justement, de l'une des parties qui voulait casser le débat, pour reprendre les mots de mon confrère, ce n'est pas une crainte que le projet, enfin l'opposition au projet leur échappe? Non, l'opposition, justement, les opposants à ce projet-là ont des arguments très virulents, en plus très techniques, certains. Donc c'est ça qu'il faut mettre à l'avant. Donc c'est des conflits de personnes entre les pour et les contre. C'est pas ça. Mais il faut rentrer vraiment dans le vif du sujet et dire ce qu'il y a à dire. Par exemple, on peut pas accepter que de la part des multinationales, la Montagne d'Or qui dit qu'il va faire la route du fleuve. Mais au niveau c'est pas sa compétence. Au niveau de la méthode d'opposition, est-ce que vous êtes sur la même ligne de motivation que les jeunes autochtones, que la FOAG, que l'UNAC? Est-ce que vous êtes en fin de compte, tous la communauté autochtone est bien déterminée, surtout la jeunesse autochtone est bien déterminée à aller jusqu'au bout. D'accord. Donc vous êtes avec eux? Nous, on les conseille juridiquement, on les conseille politiquement aussi, la façon dont il faut agir. Alors, à défaut d'exploitation minière, que proposez-vous, Alexis Tchouka, pour développer économiquement le territoire guyanais?
Déjà, nous, un exemple, hein, pas... Oui. C'est impensable pour nous, en tant que premiers habitants de ce territoire, que la France vend le sol et le sous-sol. C'est impensable qu'on est incapable dans ce pays de faire une décolonisation des mentalités pour penser à notre avenir sur ce territoire. Que proposez-vous comme développement, comme alternative à ce projet minier? Comme alternative, on parle de la Guyane, c'est un sanctuaire de biodiversité. Je pense qu'autour de ça, il y a plein de choses à développer. On n'est pas là pour faire un discours de développement économique. Oui, mais on aurait aimé vous entendre sur ce sujet-là. Le désastre. Vous croyez qu'en 12 ans d'activité, ça va apporter quelque chose à la Guyane? Vous croyez que les quelques centaines d'emplois qu'ils utilisent, moi j'appelle pas ça des emplois, c'est de l'esclavage, alors qu'on a besoin des métiers en Guyane. C'est des métiers qu'on a besoin. Oui, mais il y a une filière à l'université pour les métiers du sous-sol et de la forêt. Vous voyez bien comment ça fonctionne à l'université, il y a 10 candidats. Oui, mais bon, vous voyez bien que la jeunesse ne s'intéresse pas vraiment à ça, il y a d'autres choses à développer. Monsieur Tchouka, il y a aussi une agence française de la biodiversité qui est instaurée en Guyane particulièrement. Des projets peuvent être déposés. La ministre Pompili, l'ancienne ministre Pompili était venue à Ouala notamment il y a 1 an et demi pour montrer cette plateforme et le fait que la population peut avoir ses initiatives et peut les mener à bout. Est-ce qu'à Ouala Yalimapo, la population s'est saisie de cette possibilité? Oui, l'AFB, bien sûr, l'Agence française de biodiversité est installée ici. On a à la commune d'Awala a des projets avec des centres de recherche, mais toujours dans un but de construction et non toujours unilatéral. C'est là que ça devient intéressant sur la commune d'Awala. Il y a des organismes de recherche qui sont intéressés à faire des antennes, mais c'est des discussions très longue, parce qu'il faut mettre certains protocoles en place. Alors, une dernière question peut-être, Pierre. Oui, concernant le projet minier, est-ce que finalement un débat est possible s'il n'y a pas d'étude d'impact? Puisque c'est ce que disent les écologistes, ils réclament une étude d'impact. Il faudrait une étude d'impact et puis une évaluation environnementale aussi pour que le débat puisse avancer. Donc il y a des documents qui manquent et on ne peut pas continuer à débattre sans qu'il y a des carences des documents. Alexis Tchouka, une dernière question sur ce sujet de la montagne d'or. Vous pouvez aller jusqu'où afin d'empêcher l'installation de cette mine d'or à ciel ouvert? Il y a une décision qui est prise, elle doit être ouverte, cette mine d'or. Occuper les lieux. Voilà. Occuper les lieux. D'accord, écoutez, on suivra ça de très près. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de recevoir à cette occasion M. Pierre Paris, qui est le président de la Montagne d'Or. Alors, nous allons poursuivre, mais pas très, avec une élection. On parle un peu de politique, avec l'élection de nouveaux élus à la mairie de Regina. Le second tour de l'élection partielle a plébiscité l'ex-maire de la commune, Pierre Désert. Le récit de Nicolas Pietrus, et on en parle juste après. Et Pierre Désert retrouve sa mairie. 14 ans après avoir passé la main, il arrive avec de nouveaux élus. Dans la stratégie de Pierre Désert, il fallait éliminer Michel Kwame, mais aussi Justin Anatole, l'ancien maire de 2004 à 2014, accuse le coup, même s'il veut rester digne. Regina a depuis hier un nouveau conseil municipal composé de 8 hommes et de 7 femmes. Alors, c'était donc dimanche soir. Au moment où nous enregistrons donc cette émission, on effectue la mise en place du nouveau conseil municipal de Regina. Reste que Pierre Désert avait promis, messieurs, de récupérer Regina et il l'a réussi. Que dire? On peut carrément le traiter de faiseur de roi à Regina. Oui. Et en 2018, ça existe toujours des faiseurs de roi. Apparemment, entre gros guillemets, il a pu déclarer dans France Guyane qu'il avait mis en place lui-même Justin Anatole et M. Kwame, Michel Kwame, et qu'il s'était présenté pour les retirer. Est-ce que c'est pas un risque pour la démocratie, ça Je pense que les électeurs de Reginaco sont assez grands. Assez grands pour avoir choisi Monsieur Désert. On a beaucoup de témoignages sur le terrain, en off, comme on dit, quand tous les micros sont éteints, tout le monde est prêt à en parler. Donc la population de Regina, le souci c'est que quand on veut recueillir ces témoignages, ça ne va pas jusqu'au bout. Donc on sait que certaines pratiques, on se doute, existent. Pour l'instant, tout ce qu'on a officiellement, tout ce qu'on voit, c'est dans les clous. Il y a ces déclarations où effectivement on entend Pierre Désert qui s'approprie cette commune qui est quand même la deuxième plus grande de France en territoire, donc c'est pas rien. N'est-ce pas? Reste des menaces de recours d'annulation lancées par Michel Kwame et Justin Anatole.
Alors, qu'est-ce que tout cela vous inspire, Alexis Tchouka? Il se murmure que vous pourriez effectivement être candidat à l'élection municipale d'Awala en 2020. J'extrapole, je vais rapidement. Je vous pose la question de gauche. J'avais envie de vous la poser. Donc je Il y a vous la chaque pose chose quand à même. son temps, monsieur Thierry Merlin. Vous avez vraiment pas envie de nous répondre ce soir? Il y aura, en 2020, 2021, il y a plusieurs échéances, donc il faudra que il y aura des positionnements qui vont se faire. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Il y aura le moment venu, vous serez informé de tout ça. D'accord. Que vous inspire l'arrivée, le retour à Régina de monsieur Pierre Désert? On constate simplement que on a l'impression que la Guyane est stagnée à travers ces élections. Il y a toujours les dinosaures qui reviennent et ça va rien changer à la Guyane. Donc du coup, vous avez envie de faire changer les choses à Awala? Il faut changer beaucoup de choses sur la Guyane. Donc vous pourriez effectivement vous présenter en 2020 à Awala. Vous pourriez, si on vous le demande, vous présenter à Awala en 2020. C'est la décision qui viendra petit à petit en concertation avec la communauté. D'accord. Alors, une triste semaine pour l'aviation guyanaise, pas très loin de Régina, entre Bélizan et Cacao. Lucas Antoine Edouard a trouvé la mort aux commandes d'un hélicoptère. Âgé de 27 ans, il pilotait depuis 2012. Et c'est à l'occasion d'un transfert sur un site d'orpaillage que son aéronef s'est écrasé. Avec lui, un mécanicien a trouvé la mort, ainsi qu'un jeune originaire de Saint-Georges, un stagiaire, qui lui est grièvement blessé. Alors pour l'heure, les circonstances donc de ce drame ne sont toujours pas connues, mais c'est surtout la mort d'un jeune de 27 ans formé en partie en Guyane qui nous interpelle. Oui, il y a eu 2 morts et un blessé. 2 morts grave. quand même, oui. C'est pas courant des crashs d'hélicoptères en Guyane, mais à chaque fois c'est impressionnant. Hier dans France Guyane, on a fait un petit état des lieux, on en a listé quelques-uns depuis 98. À chaque fois c'est grave. À chaque fois c'est grave. Donc. D'accord. Voilà, nous avons une pensée pour la famille de ces 2 personnes qui sont décédées. Alors je le disais en début de Club Hebdo, Alexis Tchouka, vous avez coécrit avec la journaliste Hélène Ferranini, Petit guerrier pour la paix, un ouvrage non scientifique, c'est ce que vous nous disiez il y a quelques instants, dans lequel vous retracez le parcours de la première génération de leaders du mouvement autochtone en Guyane. En fait, c'est votre parcours que vous racontez ? En fin de compte, c'est pas je raconte le mouvement autochtone à travers mon parcours, mais c'est quand même un ouvrage collectif parce que le livre ne m'appartient pas, ça appartient à la communauté et au mouvement qui était dans les années 80 et 84. Mais c'est vous qui racontez l'histoire quand même. Hein, il est toujours intéressant d'écrire un livre lorsqu'on a vécu de l'intérieur et non la vision de l'extérieur. C'est ça qui est intéressant. Donc le scénario, c'est un dialogue entre 2 personnes qui racontent un petit peu comme si c'était autour d'un feu le mouvement autochtone, comment il est né et comment on est arrivé au niveau national et international pour essayer d'emmener la revendication autochtone de Guyane au plus haut niveau. Vous faites allusion à votre jeunesse, les Hauts-Médiens, vous prenez l'exemple de Mana, les frustrations aussi qu'avaient ces jeunes à l'époque. C'est tout ce qui vous a motivé à écrire ce livre, car à un moment donné, le regard sur les Amérindiens était difficile à supporter. Il y a eu un processus d'assimilation des jeunes Amérindiens et mettre dans des pensionnats, tout ça, pour oublier. Le motif du clergé à l'époque, c'était il fallait tuer l'Amérindien mais garder l'homme. Tuer l'Amérindien et garder l'homme, c'était ça. Donc, c'est-à-dire enlever son identité, son mode de pensée. Et d'ailleurs, Alexis, ce n'est pas votre vrai prénom. Vous dites que vous êtes né à la Saint-Alexis, c'est pour ça qu'on vous a appelé Alexis. Oui, le 17 juillet, c'est un Saint-Alexis, alors que lorsqu'il y a eu le processus de l'état civil, le code civil ne permettait pas d'avoir des noms amérindiens. Donc à ce jour, ça aussi c'était un combat maintenant de la nouvelle génération, ils ont des noms en amérindien. Moi j'ai un nom Aloïkawe qui veut dire petit guerrier. C'est tout. D'où le titre du livre, donc. J'étais un enfant très, très actif et voilà. Petit guerrier pour la paix. Pourquoi? Parce qu'à un moment de sa vie, même si, comme on a eu une éducation très intellectuelle, il faut utiliser l'arme de l'autre pour faire la paix quand même avec. Il n'y a pas d'antagonisme entre guerrier et paix? Il n'y a pas d'antagonisme parce que c'est la paix. Pourquoi? Parce que il faut qu'on fasse aussi la paix entre tous les peuples et de façon à aller dans un processus de réconciliation. Oui, Franck.
En 2018, comment le lecteur peut accueillir ce livre? On vous a suivi tout au long de cette émission. Des combats, il y en a encore. Est-ce que c'est un manifeste ou c'est un devoir de transmission? C'est un devoir de transmission aussi pour la nouvelle génération. Vous voyez bien comment la jeunesse autochtone s'imprègne des années 84, donc de cette génération dont je faisais partie. Et on voit qu'entre 80-84 à ce jour, même les revendications ont été portées. La France a été sourde toujours à notre revendication. Et mais vous aviez des structures. Vous aviez des structures. Il y a eu l'ONAG. Il y a eu la FOAG, vous avez beaucoup voyagé, certains étaient représentés à Genève, vous avez droit au chapitre quand même. Oui, mais la France est restée toujours sourde dans ce processus de reconnaissance. Là, on va arriver dans un processus vraiment très intéressant, parce que en 2018, il y a la Nouvelle-Calédonie qui va se prononcer sur l'autodétermination. Je pense que c'est le moment pour la France de poser la question autochtone exactement, comme le souligne le Conseil national sur les droits de l'homme. Parce que vous pensez que le problème calédonien est le même que celui de l'Amérindien en Guyane? La revendication identitaire et la revendication des terres et des territoires, c'est le même qu'en Nouvelle-Calédonie. Sauf qu'ils demandent l'indépendance. Vous demandez aussi l'indépendance? Nous, on plus d'autonomie. C'est-à-dire l'autonomie pour les Amérindiens ou la communauté guyanaise avec toutes les composantes qui composent... Dans mon esprit, en tant qu'humaniste, j'aurais demandé une autonomie gouvernementale pour cette Guyane. D'accord. C'est ça. Mais il y a des choses à mettre en place avant. Par exemple, le Grand Conseil coutumier a été mis en place. À ce jour, il n'est pas fonctionnel. Le bureau n'est pas réuni, alors que le Grand Conseil coutumier peut... débattre sur des sujets, comme vous dites, sur la biopiraterie, le permis de chasse et puis la montagne d'or. À ce jour, ce conseil n'est toujours pas mis en place. Donc il y a bien quelque part de la part de l'État, une inertie pour mettre ce conseil en place. C'est là aussi la problématique. Et il y aura la rétrocession des 400 000 hectares. Le Grand Conseil coutumier doit s'approprier ce sujet-là, parce que c'est des... Sur la rétrocession, vous avez des assurances qu'on va vraiment vous les rétrocéder? Il faudra déjà mettre en place le Grand Conseil coutumier et l'Office foncier amérindien qui va recevoir les 400 000 hectares. Mais tout ça, c'est une procédure juridique à mettre en place, une structure à mettre en place, parce qu'il y a un débat et un espace de dialogue à mettre en place pour faire la rétrocession de ces territoires. Oui, Pierre? Comment comptez-vous contraindre l'État à appliquer la déclaration des Nations Unies qui date de 2007 ? Parce qu'elle n'a pas de valeur juridique, cette déclaration, mais uniquement une force morale, on va dire. La Déclaration universelle sur les droits des peuples autochtones, c'est vrai qu'en 2007, j'y étais à New York, à l'Assemblée générale. C'est vrai, c'est pas un document juridique contraignant, mais dans les recommandations maintenant, on peut proposer à la France d'appliquer certains paragraphes qui sont déjà dans la déclaration. C'est ce qu'on fait déjà. Lorsqu'on parle de consentement avec les communautés autochtones, ça vient de la déclaration des droits des peuples autochtones et qui est aussi relié par la Convention sur la biodiversité biologique. Petit à petit, ça commence à aller un petit peu dans ce sens-là, puisque dans la loi sur l'égalité réelle d'outre-mer apparaît aussi certains éléments qui viennent de ce document-là. Donc, il suffit de manipuler un petit peu les outils juridiques pour faire passer... Manipuler, vous dites, hein? Oui, manipuler. Oui, manipuler. Je tire des éléments de certains documents juridiques pour le mettre à l'intérieur. Par exemple, lorsqu'on va créer l'Office foncier amérindien, il y a des éléments... Qui va créer cet Office foncier amérindien? Qui va le créer, cet office? Eh bien, c'est les Amérindiens qui vont le créer. Oui, mais attendez, vous êtes dans un état de droit. Vous ne pouvez pas de vous-même créer un office. C'est un établissement public. Donc, on se base sur les outils des établissements publics pour créer un office. Oui, mais il y a les collectivités. L'outil existe déjà. D'accord, vous pouvez faire une proposition, les collectivités et l'État. Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, vous allez faire un travail de lobbying pour permettre que cet office existe, en fait. Absolument. Parce que c'est un outil d'établissement public, donc les outils juridiques existent, et nous, on fait de façon à porter, améliorer, pour que la communauté autochtone, les Amérindiens, se retrouvent à travers cet établissement public. C'est ça qui est intéressant. Mais l'État gardera la main mise sur cet établissement. L'État gardera la main mise sur cet établissement public. Il faudrait que les autochtones aient la main mise sur cet office. Lorsqu'on va créer le conseil d'administration, il faut qu'il y ait une majorité amérindienne. Oui, mais dans le statut actuel, on sait pertinemment que l'État est toujours un partenaire majoritaire dans ce genre d'organisme-là. Et ça, c'est des discussions. C'est un combat de... Il faut que l'État de droit aussi évolue et qu'on puisse accepter certaines choses. Il y a des interlocuteurs à Paris, à Cayenne, qui sont prêts à entendre ces arguments? Absolument. Absolument.
Il y a des gens qui nous soutiennent dans ce processus-là. Et maintenant, c'est la façon dont on va instaurer le dialogue avec l'État et les collectivités qu'on pourra avancer sur beaucoup de choses. Et si jamais c'est respecté, on aura fait un grand pas au niveau juridique. Alexis Djuka, merci. On rappelle que votre livre Petit guerrier pour la paix est édité aux éditions Ibis Rouge, qu'on peut retrouver chez tous les bons libraires de Guyane. Oui, merci encore d'avoir accepté l'invitation de Club Hebdo. Merci Pierre, merci Franck. Merci. Et à la semaine prochaine. Bon week-end à toutes et à tous.